Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Eric Dinquian, professeur et responsable des masterclass à l'école et je suis accompagné aujourd'hui par Guillaume Albert, responsable pédagogique au sein de la filière cinéma et audiovisuel. Aujourd'hui, on va parler costumes dans le cinéma avec notre invitée Anaïs Roman. On peut peut-être l'applaudir s'il vous plaît. Vous êtes chef costumière, vous avez travaillé donc dans le théâtre, vous avez travaillé pour l'opéra et puis pour le cinéma. Et puis surtout, vous avez reçu 3 Césars. Donc 3 Césars pour l'Apollonide, pour La danseuse et pour, si je ne me trompe pas, Saint-Laurent. Bon, je remercie déjà 3 Ouais. IS de m'avoir invité, enfin d'avoir invité quelqu'un qui vienne vous parler costume, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de cinéma qui s'intéressent au sujet costume, alors que c'est du matériel qu'on filme au même titre que les décors. Et ça raconte beaucoup d'une histoire, d'une esthétique, de ce qu'un réalisateur, une réalisatrice veut faire sur son image avec ses acteurs. Et il me semble que le costume, c'est quelque chose d'important. Et c'est malheureusement peu enseigné, peu connu. Personne ne sait comment on travaille. Même au sein des équipes de films sur lesquelles j'étais sur des tournages, quelquefois j'entends des propos juste ahurissants de la part d'assistants qui s'imaginent des trucs qui n'existent pas. Voilà, les costumes ne tombent pas du ciel. Ils ne sont pas faits non plus par des petites cousettes qui cousent à la lueur d'une chandelle dans une chambre de bonne, payées 1,50 franc de l'heure. Ça n'existe plus. Ça existait au 19e siècle peut-être, mais là, c'est fini. On est dans des métiers qui touchent à l'artisanat, de l'artisanat très spécialisé, très pointu. Et ce n'est pas juste un métier de femme, c'est vraiment un métier de l'image. Ça fait partie de l'image qu'on apporte au film, comme un chef décorateur. Et je suis très contente que vous m'appeliez d'ailleurs chef costumière, parce qu'il y a une grille très spéciale dans le cinéma qui détaille tous les postes. Et chef décorateur, il est bien entendu que c'est la personne qui va diriger tout le département décor. En revanche, la personne qui dirige tout le département costume s'appelle créateur ou créatrice de costume. Ce qui est un titre complètement bidon, qui est très défavorable à ce département costume, parce que celui qui s'appelle chef costumier, c'est en fait l'assistant. Et c'est en fait un petit prétexte pour les productions de décider qu'il y a de la création costume uniquement quand on fait un film d'époque, ou dit en costume. On fait rarement des films de nudistes, ils sont un peu tous costumés quand même. Et donc, quand on se retrouve à signer un film contemporain, tout d'un coup, pam, on passe au tarif en dessous, chef costumier. Donc, on est plusieurs à lutter contre ce titre absolument ridicule de créateur de costumes, que j'appelle personnellement créature des costumes. Et effectivement, chef costumier, c'est mieux, mais il faudrait qu'il y ait le salaire qui va avec. Donc, c'est une petite lutte qu'on mène en ce moment auprès des productions. Enfin, c'est un peu pour vous donner un petit aperçu de la méconnaissance de ce département costume en France. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment vous avez débuté dans le métier? C'est pas très connu comme métier, mais chacun a des formations très diverses. Il y a des gens qui viennent de la couture, vraiment, et puis qui s'aperçoivent qu'ils ont des envies de création. Moi, c'est pas du tout ma formation. J'ai pas du tout été formée à la couture. J'ai été d'abord formée au dessin, ensuite dans une école de restauration d'œuvres d'art qui avait quand même pas grand-chose à voir avec le costume. Mais comme c'était en Italie, j'ai rencontré beaucoup d'Italiens qui sont quand même un peu les rois et les champions de l'artisanat encore maintenant. Et j'ai eu la chance de travailler avec des peintres italiens qui m'ont qui m'ont appris énormément de choses, les matières, les couleurs, l'image, parce que c'était des gens aussi qui travaillaient dans le théâtre. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup avec la scène, avec l'opéra. C'est vraiment une excellente école, donc je ne saurais que conseiller à des jeunes costumiers d'avoir cette expérience de la scène qui, à mon avis, apporte beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la construction d'une image avec de l'espace, des acteurs, de la lumière, des couleurs, des matières. Et c'est la formation que j'ai eue et c'est vraiment très, très précieux pour moi. Comme vous le dites, on croit connaître le costume, mais en fait, on ne sait pas véritablement comment ça se passe. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que ça varie selon les films, mais à quel moment vous arrivez dans la production d'un film? Est-ce que vous êtes vraiment au tout début de la préparation? Vous arrivez plus proche du tournage? Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de personnes qui peut travailler avec vous dans votre atelier? Alors ça, c'est très, très, très variable. Il y a des films où j'ai des toutes petites équipes parce qu'il va y avoir, je sais pas, 4 décors et 10 comédiens. Donc ça, c'est une mini-équipe.
Et puis, il y a des films où j'ai des équipes de 60 personnes, ça peut monter jusqu'à 70, 80 personnes. C'est énorme. Ça peut être énorme selon le film. C'est très variable. Et puis, j'arrive dans le film assez tôt, en fait, avec la lecture du scénario. En fait, maintenant, toutes ces dernières années, quand on donne à lire quand un réalisateur donne à lire un scénario aux collaborateurs avec qui il aimerait travailler, on n'est jamais certain de la date du tournage. Quand j'ai commencé à travailler, on me donnait une date de tournage approximative, en général un an après avoir lu le scénario. On avait approximativement une date de tournage qui pouvait varier de 1 à 2 semaines. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On peut vous donner à lire un scénario avec le réalisateur qui espère tourner l'année prochaine. Et puis, si ça se trouve, vous tournerez dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Ce qui était le cas, par exemple, du film Sarah Bernard, sur lequel j'ai travaillé il y a maintenant 1 an et demi, qui est sorti l'hiver dernier et qui a mis 5 ans à se monter. Le premier scénario, je l'ai lu 5 ans avant qu'on tourne. C'est-à-dire que toute l'organisation de production du cinéma est très différente d'à mes débuts. Alors, quand j'arrive sur un projet, je peux dire que j'arrive sur un projet dès que je lis le scénario, puisqu'à partir de ce moment-là, je commence à rêver, en fait, au film. Mais j'ai rien de concret, j'ai aucun contrat signé, la production n'a pas les moyens, la distribution n'existe pas, on n'a pas le casting. On a des désirs, voilà, on a tous des désirs, mais ça s'arrête là. Mais les désirs font déjà avancer le rêve, la documentation, les croquis, la manière de travailler, l'équipe avec laquelle on voudrait constituer. C'est très variable. C'est très variable selon les films. Moi, je fais plutôt des films d'auteur, ce qu'on appelle des films d'auteur, c'est-à-dire des films assez mal financés par rapport à l'ambition artistique. En tout cas, pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est des films qui demandent pas mal de... Bon, c'est pas des sacrifices, parce qu'on est quand même, pour faire ce métier, on ne peut pas dire qu'on soit mal payé, mais disons qu'un film comme un film de gros studio, comme par exemple Monte Cristo, que vous avez peut-être vu, ça c'était une énorme machine avec un énorme financement, où tout le monde est extrêmement bien payé et bien au-dessus de ce qu'on appelle le minimum syndical. Or moi, après, je sais pas, plus de 30 ans de carrière et quelques prix, je suis toujours payée au minimum syndical. C'est-à-dire que c'est un métier, quand vous faites du film d'auteur, où vous n'aurez aucune évolution de carrière financièrement. Vous avez commencé à parler du scénario et je voulais revenir un peu là-dessus. Ouais. Comment ça se passe concrètement quand vous recevez un scénario? Donc vous le lisez, après qu'est-ce qui se passe? Vous concrètement, je le lis. Alors avec l'expérience, je suis capable de faire un devis comme ça qui tombe à peu près juste, mais vraiment à peu près juste, à quelques 10 000 euros près. C'est très bizarrement, quand j'ai refermé la page, je sais combien ça va coûter le poste costume. Donc ça, c'est quand même un point très important, parce que s'il s'avère impossible de défendre le scénario comme la réalisation le veut auprès d'une production, il vaut mieux pas y aller. Parce que c'est quand même un métier où on est très, très engagé pendant des mois. On n'a vraiment plus de vie privée. Donc il vaut mieux en retirer un minimum de satisfaction quelque part. Et si on ne peut pas être satisfait, au moins artistiquement, ça ne vaut pas le coup, je crois. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui, j'ai l'impression que vous fonctionnez pas mal au coup de cœur, si je comprends bien. Oui, à la rencontre. Après, mais aussi, voilà, c'est ça que je voulais parler, c'est la rencontre avec le réalisateur. La rencontre. Ce qui compte vraiment, c'est la lecture du scénario et la rencontre avec le réalisateur et la confiance le dialogue qui peut s'installer entre un réalisateur et son costumier. Alors, il y a des réalisateurs qui vous laissent genre... j'y connais rien, propose-moi des choses, voilà. Pourquoi pas, si le scénario est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui motive leur envie de filmer. Et c'est rarement les costumes, hein, quand même. C'est qu'est-ce qui motive leur envie de filmer, qu'est-ce qui motive leur envie de raconter une histoire de telle ou telle manière. Quel est l'axe de narration qu'ils choisissent. Donc, qu'ils connaissent ou pas les vêtements, les costumes, ou qu'ils aient des envies spécifiques ou pas, c'est pas ça tellement qui importe. C'est le projet cinéma qui m'importe. Est-ce que vous faites rapidement des croquis pour dessiner un peu tout ça?
Ouais, assez rapidement, je réunis une documentation et des croquis. Documentation, ça peut être même que des matières, quelquefois, des matières, des couleurs, des formes et des croquis, oui, assez rapidement. Et comment se passe le travail avec les comédiens? Parce que nous avons une classe acting qui est dans la salle avec nous. Est-ce que vous avez accès facilement, entre guillemets, aux comédiens pour pouvoir peut-être travailler avec eux, faire des essayages, ce genre de choses? Alors, ça dépend vraiment des comédiens. Ça dépend surtout, enfin, ça devrait dépendre surtout des agents des comédiens, mais qui, en France, font pas toujours très bien leur boulot. C'est-à-dire que pour avoir travaillé aux États-Unis, j'ai vu la différence. Quand on a un acteur signé pour un film aux États-Unis, mais vraiment dans l'heure qui suit, on reçoit ses photos, ses mensurations, ses disponibilités pour des essayages. On sait s'il est en train de bronzer, de maigrir, de se couper les cheveux, de se les teindre en bleu, en noir, en tout ce qu'on veut. Bref, on a toutes les informations pour travailler sur son physique et sur ses disponibilités pour faire des essayages. En France, on n'a absolument rien de tout ça, mais vraiment rien. Ils n'ont même pas de fiche de mesure en général. En général, même les costumiers, on appelle des costumiers. Allô, tu as travaillé avec Truc récemment, tu n'as pas une fiche de mesure. Enfin, voilà. Donc ça dépend vraiment du bon vouloir de l'acteur. Et donc c'est pas très professionnel, parce qu'à partir du moment où un acteur est signé avec un agent et une production, je pense que c'est l'agent qui doit faire le lien avec nous, parce qu'on fait partie de ce métier, on fait partie de cette production, on fait partie du projet pour lequel l'agent de l'acteur a signé. Or, en France, ce n'est pas le cas. Alors, vous avez travaillé sur pas mal de films en costume, mais vous avez aussi travaillé sur du cinéma contemporain, notamment les films de Guillaume Niclou ou Holly Motors de Léos Carax. Quelle est la différence de travail qu'il peut y avoir entre un film d'époque et puis le cinéma, un film contemporain? Alors, la différence de travail, c'est qu'il n'y en a pas vraiment dans la conception, dans la réflexion qu'on doit avoir sur l'image et le personnage. Je pense qu'il n'y en a vraiment aucune. C'est-à-dire qu'un chef-op, par exemple, qui va filmer Versailles ou un HLM, on ne va pas lui demander s'il travaille différemment. Pour les costumes, c'est pareil. On travaille pour l'image, pour un résultat. Alors évidemment, la différence au final, c'est que quand même, ça coûte beaucoup moins cher de faire un film contemporain qu'un film en costume où on doit vraiment tout fabriquer pratiquement. Mais sur du contemporain aussi, on n'est pas exclu de fabriquer. Enfin, c'est vraiment le même métier. C'est vraiment le même métier et c'est la même réflexion qui doit nous conduire à produire des costumes. Pour parler peut-être du costume, le sens du costume dans le film, comment, avec votre regard, il s'intègre dans la dramaturgie, dans la mise en scène? Est-ce que vous pensez que le costume doit être voyant dans le film? Je pense qu'il faut que ça intègre complètement la patte de l'acteur. Il ne faut pas qu'il soit voyant. Il faut que l'acteur ait réussi à intégrer le costume de telle manière qu'on ne le remarque plus, que ça fasse partie intégrante du personnage et de ses mouvements. Et c'est particulièrement difficile quand on fait du costume dit d'époque en costume, parce que c'est vite joli, quoi, et c'est vite pas intéressant si c'est juste joli. C'est vrai qu'on a souvent tendance à donner des Césars à des films avec des dentelles et des jupons. C'est pas toujours justifié. Et quelquefois, ce serait bien de récompenser des films contemporains sur lesquels il y a eu vraiment un travail à l'image et un travail sur le costume. Mais c'est une vision très superficielle du costume que dès qu'il y a des robes longues, allez hop, on trouve ça bien. Et d'ailleurs, c'est facile de se laisser piéger par des comédiens quand on les a en essayage, parce qu'ils sont vite, d'une certaine manière, éblouis dès qu'on leur met un truc d'époque qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils peuvent être très, très, très pointilleux sur la coupe d'un jean, par exemple. Mais dès qu'il y a une dentelle, une petite broderie, waouh, ils font waouh. Mais c'est pas forcément ça qui est intéressant, de faire waouh. C'est intéressant au contraire oui, qu'ils intègrent le costume de manière très, très, très naturelle. Et dans l'époque, c'est pas facile à réussir. C'est pas facile à réussir. On pourrait parler aussi de l'Apollonide, souvenir d'une maison close Ouais. de Bertrand Bonello, qui est un film d'époque, puisque ça se passe fin 19e, début 20e siècle. Et en même temps, ça se passe dans une maison close, dans le milieu des prostituées. Il y a beaucoup de nudité dans le film. Et je crois que néanmoins, vous avez cherché à identifier par le costume chaque personnage. Oui, alors c'est une nudité très habillée quand même. Voilà, c'est une nudité extrêmement habillée, parce que l'idée, enfin, quand même, c'est des produits à vendre, hein, ces prostituées dans une maison close. Et l'idée, c'était de les vendre un peu comme des bijoux dans un magnifique écrin
très chatoyant. Et avec un contraste aussi sur la vie privée dans leur petite chambre de maison close où elles sont habillées beaucoup plus pauvrement, et de les parer d'artifices, de colifichets, de choses pas chères d'ailleurs, qui en jettent un peu plein la vue, mais qui sont en fait pas du tout du grand luxe. Hein. Elles ne sont pas du tout habillées dans des robes grand luxe. D'ailleurs, il y a beaucoup de robes qui sont juste peintes dans le film, qui font un peu illusion. C'est de l'illusion qui est vendue dans ce bordel de l'Apollonide. Et c'est aussi un peu cette illusion de richesse sur des corps qu'on a tenté de créer. Et il y a une scène que j'aime beaucoup, qui est la seule scène vraiment de nu, d'ailleurs, du film, qui est à la toute fin du film. La tenancière du bordel les emmène pour faire une partie de campagne avec un pique-nique. Et elles se déshabillent toutes et on les voit sauter toutes nues dans la rivière. Et c'est très très joli parce que là, on se débarrasse de tous les artifices costumes. C'est vraiment un film qui parle de l'artifice du costume, l'Apollonide. J'aimerais aborder avec vous un autre film de Bertrand Bonello qui s'appelle Saint-Laurent. Vous avez donc travaillé sur ce film qui est déjà un défi en soi parce qu'il a fallu reconstruire les créations du célèbre couturier. Et il y a aussi une subtilité dans le travail que vous avez fait sur ce film, c'est-à-dire qu'il y avait un film concurrent qui s'est tourné un petit peu avant, qui s'appelle Yves Saint-Laurent, réalisé par Jalil Lesper, et qui est un film qui a bénéficié des archives du musée Yves Saint-Laurent donc pour la création des costumes. Et forcément, vous, ça n'a pas été le cas. Vous n'avez pas pu avoir accès à ces archives. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez relevé ce challenge? Pour faire très court, Bertrand Bonello avait écrit son film sur Saint-Laurent bien avant que Jalil Lesper ait été contacté par Pierre Berger, qui était vraiment un film de commande, le film de Jalil Lesper de Pierre Berger, pour contrer le projet de Bonello. C'était une histoire de vexation personnelle, en fait, complètement idiote. Et donc, ils ont tout fait pour tourner très vite, avant nous, pour sortir le film avant. Et donc, comme le film est sorti avant, évidemment, c'est le film qui a ramassé le plus de public. Mais Bertrand a quand même réussi à faire son film à lui, comme il le voulait, soutenu par une production qui n'a pas failli, qui a continué à soutenir quand même le film de Bonello, bien qu'il sache que voilà, le film de Lesper allait sortir avant, et avec aussi des têtes d'affiche. Donc évidemment, ils ont ramassé beaucoup plus de public que le film de Bonello. Et surtout, Pierre Berger a ouvert tout grand les portes des collections du musée. Et nous, on était vraiment interdits de séjour au musée, interdits de communiquer même avec toute l'équipe Saint-Laurent. Mais j'ai fait que des faux, en fait, sur ce film. J'ai fait que des faux. J'ai fabriqué plein de faux, aidé par un collectionneur qui avait pas mal d'archives, surtout absolument tous les numéros de mode Saint-Laurent qui avaient paru des années 60 jusqu'aux années 80, tous les Vogue internationaux, tous les journaux de mode. Donc une archive extraordinaire, plus une collection personnelle, mais de prêt-à-porter, pas de haute couture. Or, nous, ce qu'on faisait surtout, c'était de la haute couture. Donc, on a fabriqué de la fausse haute couture. J'ai monté un atelier avec de la fausse haute couture. Tout est faux, voilà, sauf la fourrure qui est vraie quand même. Mais je veux dire, tout a été fabriqué vraiment pour le film. Beaucoup de choses sont peintes en trompe-l'œil parce qu'on n'avait pas les moyens de la broderie ou même des montages haute couture. Et il y a des choses qui font de l'effet vraiment parce que c'est de l'image cinéma. Et c'était ça qui est intéressant. On a fait du cinéma, en fait. On a fait de la couture pour du cinéma. On n'a pas fait de la haute couture. Et ça m'aurait beaucoup amusé. Après, j'ai eu plutôt de bonnes relations avec tous les gens qui travaillent dans les collections de musée Saint-Laurent parce qu'ils ont bien aimé le film de Bonello, bizarrement. Et je leur ai dit, mais ce serait tellement amusant de faire une exposition où on aurait côte à côte les vrais vêtements haute couture de la collection Saint-Laurent et des faux, pour la plupart peints en trompe-l'œil, que j'ai fabriqués pour le film. Parce que à l'œil nu, dans une vitrine de musée ou d'exposition, je pense qu'on verrait vraiment la différence. Et d'ailleurs, il y a des robes Mondrian que j'ai fabriquées très très simplement. C'est juste une seule pièce de jersey avec les fameuses lignes de Mondrian qui coupe cette robe, qui normalement c'est un montage haute couture assez technique à faire dans le bon jersey, où évidemment on n'avait pas les moyens, ni le temps, ni le bon matériel pour faire ce montage haute couture. Ça a été peint en trompe-l'œil. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça.
qu'on peut faire pour le cinéma. Travailler sur l'image avec les costumes, les tissus, les matières, c'est vraiment intéressant. Et donc ce film m'a donné ces moyens-là. Et ce film, je pense, les défilés dans le film marchent bien parce qu'ils sont très vivants. Tous les mannequins pouvaient bouger comme ils voulaient, toucher les robes, attraper les jupes, les faire voler. Alors que dans le film de l'Esperle, finalement, les malheureux, ils étaient emprisonnés dans des costumes de musée que les mannequins, dont la peau des mannequins qui tournaient ne pouvait même pas toucher les robes. C'est-à-dire que la costumière a dû faire fabriquer des fonds qui collaient exactement aux robes pour pas que le tissu touche les corps. Elles étaient habillées par des habilleuses qui tenaient les vêtements avec des gants blancs, quoi, parce que ce sont des pièces de musée. Donc ils ont tourné avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes, avec des pièces de musée, alors que nous, on a tourné très librement avec des faux. Sinon, dans votre carrière, vous avez également travaillé sur 2 films qui traitent de la Révolution française. Donc, il y a le film de Robert Enrico, qui a été réalisé en 1989, qui s'appelle La Révolution française, qui est une grande fresque historique. Et puis, il y a le film de Pierre Scholler, réalisé il y a une dizaine d'années à peu près, qui s'appelle Un peuple et son roi, où là, c'est la Révolution française, mais vue plus sous le prisme des Parisiens, enfin, de manière beaucoup plus intime, une vision beaucoup plus intime de la Révolution française. Est-ce qu'il y a une manière différente également de travailler les costumes quand on est sur une grande fresque historique à gros budget, une grosse production internationale, et puis un film plus intimiste, plus d'auteur? Je trouve que la Révolution française, comme les westerns, c'est absolument inépuisable. On peut faire 200 films sur la Révolution française qui seront tous différents. Ça dépend de ce que le réalisateur veut raconter. Quelle partie de la Révolution? Est-ce qu'il veut faire une fresque historique, un très livre d'histoire? Ce qui était quand même assez le cas du film de Enrico et Front. C'était un film très illustratif, très bien fait d'ailleurs, très réussi visuellement, avec une très bonne distribution, mais c'était un film très Michelet, quoi, très livre d'histoire, où chaque image peut coller à un chapitre d'un livre d'histoire pour collégiens, quoi. Alors que la vision de Pierre Scholler c'était un film beaucoup plus politique, qui racontait complètement autre chose. Mais comme on peut avoir des westerns tellement différents, quoi. Pour moi, c'est vraiment un sujet inépuisable, qui devrait être même un sujet inépuisable dans le cinéma français, comme les westerns l'ont été pour le cinéma américain. On ne peut jamais faire 2 fois le même film sur le même sujet. C'est un travail sur ce film sur lequel il y a vraiment eu une collaboration très étroite avec maquillage, coiffure, costume. Ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma, très curieusement, parce que moi j'avais quand même plutôt commencé au théâtre et à l'opéra, où il y a une seule personne qui dirige coiffure, maquillage, costume, c'est le créateur de costumes, c'est le costumier. Et j'ai découvert avec grande stupéfaction qu'en France, non, en fait, on nous coupait un peu la tête, que si le comédien ou même la production, quelquefois, avait envie de travailler avec tel ou tel coiffeur ou maquilleur, ma foi, c'était comme ça, on n'avait rien à dire. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, forte de mes Césars qui apparemment ont du poids pour ce genre de discussion, j'arrive à imposer des équipes coiffure et maquillage avec qui je peux travailler en harmonie. Mais c'est impossible de lutter contre la volonté d'un acteur ou d'une actrice principale, sur laquelle, en général, ou lequel le financement du film repose. Donc là, on ne peut juste rien dire. On peut accepter juste l'équipe coiffure, maquillage, bonne ou mauvaise, qu'on nous impose. J'aimerais aborder un dernier film avec vous, le film qui s'appelle Sarah Bernard, qui est sorti récemment. Vous devez sûrement, ça doit vous dire quelque chose, vous l'avez sûrement découvert en salle et vous avez été nommé donc, au César dernièrement pour ce film. Sarah Bernard, c'est un personnage historique, c'est une comédienne et une artiste qui a vraiment existé dans le Paris des années 1900. Donc on imagine un travail documentaire assez important qui a dû conditionner votre travail. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est avec un personnage historique comme cela, on a déjà parlé du travail documentaire, mais quelle est la part d'imagination que vous pouvez apporter dans la création de vos costumes? Est-ce que vous autorisez certaines choses, un équilibre? Comment ça se passe à ce niveau-là? Disons que la création, elle s'appuie quand même beaucoup sur le corps des acteurs qu'on a. On peut pas copier quelque chose
sur un personnage qui a existé, sur le corps de quelqu'un qui va bouger et vivre maintenant devant une caméra. Or, les corps de Sandrine Kiberlin et de Sarah Bernard étaient quand même très différents. Ce qui m'importait, c'était de donner l'atmosphère Sarah Bernard dans toute cette folie fin de siècle qu'elle avait, avec des robes qui lui montaient pratiquement jusqu'aux oreilles, parce qu'elle voulait, Sarah Bernard, la vraie, donner une image d'elle très élancée, alors qu'en fait elle était toute petite, qu'elle avait très peu de poitrine. Donc elle était suffisamment maligne, Sarah Bernard, pour s'être inventé une mode à elle, que beaucoup ont copié après, où elle avait vraiment des robes qui montaient très très haut, pratiquement avec des cols qui lui montaient jusqu'aux oreilles, même quand elle avait un cou très jeune et très regardable. Ça l'a bien arrangé quand elle était plus âgée, mais elle a commencé très jeune à porter ces robes qui montaient très haut. Et puis des tissus toujours qui tourbillonnaient un peu autour de son corps, qui donnaient une illusion de mouvement. Donc c'est ça que je me suis surtout appuyée sur ça comme documentation pour habiller Sandrine, pour donner cette atmosphère Sarah Bernard de cette femme inventive qui s'habillait de façon assez originale déjà à son époque. Et je me suis pas mal inspirée surtout pour un costume d'une affiche de Mucha, où on voit quelque chose de très art nouveau, parce que Sarah Bernard a été beaucoup lithographiée et peinte par Mucha pour toutes ses affiches de spectacle, surtout. Et ce style art nouveau lui allait très très bien à Sarah Bernard. On a vu à travers vos différents propos comment était perçu votre métier, le métier du costume à travers le cinéma, le monde du cinéma. Est-ce que c'est la même perception dans le monde du théâtre ou de l'opéra, parce que vous travaillez aussi dans ces secteurs-là? Est-ce que votre métier se pratique de la même manière? La considération, la place que vous avez dans la production théâtrale de l'opéra ou du cinéma, c'est la même place? Non, c'est pas la même place. C'est pas la même place, mais un peu pour ce que j'expliquais au tout début, c'est-à-dire que au théâtre, à l'opéra, enfin sur scène, certes, on fait des maquettes, on élabore les costumes avant qu'ils soient en répétition sur scène, mais ensuite, on est avec toute l'équipe pendant que ça répète. Donc, on fait partie, on s'appelle équipe création, en fait. Au cinéma, on s'appelle technicien. C'est-à-dire qu'au cinéma, on apporte les costumes le jour où ça tourne. Personne n'a vu ce qu'on a fait avant, personne ne sait comment on a fait avant, et tout le monde pense peut-être que les costumes tombent du ciel. Et c'est très bizarre. Moi, une fois, quand même, j'ai eu une réflexion absolument incroyable d'un assistant réalisateur qui, quand même, devrait être au courant de comment arrivent les costumes, où une scène avait été rajoutée au dernier moment qu'on devait tourner le lendemain ou le surlendemain, mais une scène avec des personnages quand même très spécifiques, d'une famille très riche qui était là en France, à Paris, d'Arabie Saoudite, donc avec des costumes très spécifiques d'Arabie Saoudite, très riche, voilà. Le mari, sa femme, leur fille, qui faisaient des emplettes à Avenue Montaigne à Paris. Donc un mélange de costumes vraiment traditionnels d'Arabie Saoudite et de très haute couture. Et j'explique à l'assistant réalisateur que ça va être difficile pour moi de les avoir pour le surlendemain si quelqu'un ne me remplace pas pour faire autre chose pour laquelle j'étais prévue. Et à ce moment-là, tout étonné, il me dit « Ah bon ? Mais tu peux juste téléphoner au loueur et puis la régie passera chercher les costumes. » Voilà. Et une autre fois, il y avait pour de la figuration pas mal de choses en location chez un loueur, dont des chemises 1920, des chemisiers 1920 pour femmes. Et il était question que peut-être 6 mois après, on refasse des retakes. Et les costumes étaient évidemment rentrés chez le loueur. Et là, la production, tout étonnée, dit « Ah bon, mais on ne peut pas le retrouver ?» Et là, j'ai dit, c'est pas tout à fait comme au pressing. On va pas sortir un numéro et puis des cintres vont se promener et pam, le numéro 321 va sortir 6 mois après le tournage. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, les loueurs, c'est des centaines de mètres carrés de portants avec des cintres dessus. C'est comme un gigantesque marché aux puces de brocanteurs de vieilles fringues. C'est ça, en fait, un loueur. Et il y a beaucoup de productions qui s'imaginent que chez les loueurs, c'est un mot magique. Ils ont vraiment un imaginaire très, très, très développé. Tout le monde a un imaginaire ultra développé, formidable. J'aimerais bien que cet imaginaire corresponde à la réalité sur ce qu'on peut trouver chez un loueur. Voilà, c'est beaucoup de productions de réalisateurs, mais même de gens qui font partie de l'équipe de création d'un film qui s'imaginent qu'on va tout trouver chez un loueur. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas. On peut repeindre
un mur qui était rose, quand le réalisateur vient le voir et qui dit ah ben non, finalement, le rose ne me va plus du tout, je le veux en bleu, il n'y a aucun problème. On repeint le mur en bleu la nuit. Mais le costume, on ne le refera pas. Pour une robe, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et on ne va pas la trouver non plus. On parlait tout à l'heure des problèmes de budget. Et justement, ici, on a pas mal d'étudiants qui font des courts-métrages avec très peu d'argent. Donc, quels seraient des conseils que vous pourriez leur donner pour comment s'occuper du costume, comment trouver une place au costume dans un film quand on a très peu d'argent? Quand vous faites un court-métrage et que vous devez costumer des gens, bah alors là, c'est vraiment difficile. Hein. Faut avoir des copains qui ont des bons placards. Je pense que ça, c'est une des solutions. Il y a quand même des films très, très fauchés qui, quelquefois, nous demandent d'aller habiller les comédiens chez eux dans leur placard. Ça, il faut refuser, évidemment, parce qu'un comédien est très mal à l'aise pour interpréter quelque chose dans ses fringues à lui, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut refuser. Mais on nous demande, ça m'est arrivé qu'on me le demande. Peut-être pour orienter la question, est-ce qu'il y a quelque chose à privilégier? C'est-à-dire quand on a une enveloppe qui existe mais qui est limitée, est-ce que c'est plutôt la coupe qu'il faut privilégier, la matière? Je crois qu'il faut privilégier la silhouette. C'est vraiment ça qui compte. C'est la silhouette et comment un corps bouge dans des vêtements. C'est ça qu'il faut privilégier. C'est le jeu quand même qu'il faut privilégier. Parce que la couleur, la matière, vous pourrez toujours tricher au montage, vous pourrez toujours intervenir sur l'image. Sur la silhouette, vous ne pourrez pas intervenir. Sur comment l'acteur bouge dans ses vêtements, vous ne pourrez plus intervenir. Ok, donc bien étudier la silhouette, faire des essais costumes. Ouais, les essayages, c'est très important. Et souvent, les comédiens ont besoin, même surtout en contemporain d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, souvent en costume époque, costume, ils sont très éblouis par 3 fois rien, par une petite soie, une dentelle, un machin, bon, ce qui veut rien dire. Mais en costume contemporain, quand on leur propose des choses très différentes de ce qu'ils sont d'habitude, il faut beaucoup d'essayages pour qu'ils apprivoisent ce qu'on leur propose et qu'ils le comprennent et qu'ils arrivent à se l'approprier. Donc vraiment, le secret, c'est... Moi, je dis toujours, quand on crée un costume, c'est 3 essayages. Vraiment 3 essayages. C'est rare et exceptionnel quand ça marche au bout d'1 ou 2 essayages. À 3 essayages, vous pouvez voir ce qui marche, ce que vous pouvez ajouter, ce que vous pouvez retirer. Au 3e essayage, vous êtes bon. Vous avez vraiment vu des comédiens comme ça avoir un avant et un complètement. après essayage? Absolument, oui. Oui, ça doit mûrir comme quelque chose qu'ils doivent comprendre, comme le scénario, comme leur rôle. Ils l'étudient comme leur texte. Hein. Ils ne saisissent pas toutes les finesses d'un texte à une lecture. Un essayage, c'est pareil. Un essayage de costume, c'est une lecture du personnage aussi quand même. Et donc, si aujourd'hui un jeune a envie d'intégrer la filière du costume dans le cinéma, quel chemin faudrait parcourir pour y arriver aujourd'hui? Parce que je ne crois pas qu'il existe de formation. Non, alors pour si, ça. il y a des formations couture et création à l'ENSAT à Lyon, où on a une filière conception ou une filière réalisation. Mais je crois que tous les chemins peuvent mener au costume. C'est pas, voilà, évidemment, c'est pas mal de savoir dessiner quand même et d'avoir le sens des couleurs et de connaître beaucoup d'artisanat sans forcément les pratiquer soi-même, mais les connaître. Il faut surtout être curieux. Je crois qu'il faut avoir beaucoup lu, beaucoup vu, beaucoup regardé et beaucoup lire même des ouvrages tout simplement de sociologie du vêtement, de comportements sociaux. Par exemple, dans un dîner qui se termine de façon grivoise, très souvent, l'idée bête de mise en scène, de gens qui n'ont pas vraiment beaucoup lu, c'est ah ben allez hop, ils sont un peu saoux, ils sont gais, allez hop, ils retirent leur veste et les femmes dégrafent leur corsage. En fait, non. Au XIXe siècle, en tout cas, quand on était gai et grivois, c'est les propos qu'on tenait qui étaient gays et grivois, mais on restait boutonné jusqu'au cou, quoi. On n'enlevait pas sa veste. Il m'est arrivé de travailler sur un film sur De Gaulle, où le rôle principal était de Gaulle, c'était Lambert Wilson. Et à un moment, il y avait un déjeuner d'anniversaire de sa fille en rentrant de la messe. Donc on imagine, c'était une famille extrêmement bourgeoise, hein, les De Gaulle, mais vraiment très très bourgeoise. Il était marié à une fille d'industriel du Nord richissime. Enfin, lui, c'était
Voilà. Donc il rentre de la messe, il fête cet anniversaire, et à ce moment-là, le réalisateur me dit non, non, mais là, il a quitté sa veste. Je dis bah non, non, mais jamais un déjeuner du dimanche de Gaulle dans les années 30, mais jamais il quittera sa veste. Ou alors il va faire un méchoui, ou il va faire cuire des brochettes dans le jardin, quoi. Mais ce n'est pas compatible. Bon, c'est très difficile de lutter contre ce genre de modernisme qui, je ne suis pas sûre que ça apporte vraiment quelque chose à la compréhension d'un personnage dans une époque donnée. Sinon, on ne traite pas l'époque. Sinon, il faut faire un De Gaulle imaginaire qui vit dans les années 2000, et qui évidemment est en bras de chemise au déjeuner du dimanche, et qui va faire cuire des brochettes, mais pas en 1930. Ouais, donc au-delà de la psychologie d'un personnage, il y a aussi de la sociologie. La sociologie, c'est intéressant, ça fait partie d'une histoire. Les personnages qui se comportent d'une certaine façon dans une histoire donnée se réfèrent toujours à des codes sociaux. Ça ne sort pas de nulle part. Donc c'est intéressant de les faire voir à l'image, même si tout le monde n'en comprend pas profondément la signification. C'est des choses qu'il faut connaître. Très bien, merci. On va arrêter là notre première partie d'échange. Merci déjà Anaïs pour tout ce que vous nous avez partagé déjà. Je pense que ça mérite une série d'applaudissements quand même. Nous allons passer maintenant au dernier temps, au temps d'échange avec vous. Bonjour, merci pour cette masterclass. Combien de métiers différents il y a dans le domaine du costume au cinéma? Waouh. J'ai jamais compté, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a tous les gens qui travaillent sur le plateau. Il y a les habilleurs des rôles, par exemple, qui ont un rôle très important parce qu'ils doivent vraiment suivre tous les raccords. Il faut vraiment que ce soit des gens très passionnés par le tournage, par ce qui se passe au plateau, être les yeux rivés au combo sur tout ce qui se tourne, connaître parfaitement les raccords, bien s'entendre avec les acteurs. C'est souvent voilà. Donc il y a ça, il y a toute l'équipe maquillage, toute l'équipe coiffure, et puis après pour la fabrication même des costumes, c'est énorme, quoi, parce que ça fait appel à tellement d'artisanat. Il y a des gens qui coupent, des gens qui font le montage, il y a des tailleurs flous, tailleurs hommes, il y a des gens qui font l'ennoblissement tissu, des gens qui font de la teinture, des gens qui patinent les costumes, des gens qui font de la broderie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a des gens qui s'occupent des chaussures, des gens qui s'occupent des chapeaux. Enfin, Et puis, on fait appel à beaucoup, beaucoup d'artisanat pour fabriquer des choses spécifiques, souvent. Il y a des gens qui s'occupent des accessoires, des bijoux, des gens qui savent faire de la joaillerie fantaisie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait appel à chaque fois à des artisanats très spécialisés, qui n'existe d'ailleurs plus en France, parce que voilà, le secteur costume vraiment à l'abandon en France, on peut dire. Il n'y a plus un seul fabricant de chapeaux, chapelier, modiste en France. Il n'y en a plus. Il n'y a plus non plus de fabricant de chaussures. C'est-à-dire qu'un gros film doit aller louer et faire fabriquer ses chaussures en Italie ou en Espagne. Pareil pour les chapeaux, il n'y a plus personne en France. C'est vraiment, il n'y a plus non plus d'ateliers de costumes qui peuvent fabriquer 200 ou 300 costumes en 2 mois, par exemple. En France, c'est fini, ça n'existe plus. Les loueurs n'ont pas d'atelier de fabrication adossé à leur stock, ce qui est le cas en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Allemagne, oui, en Allemagne, et pas en France, ce qui est absolument ahurissant. Je pense que vous êtes tous surpris. Quand même, on est le pays européen qui fabriquons le plus de films, mais le matériel de fabrication costume, notre outil de travail, il n'existe plus. Même les producteurs à qui je racontais que le dernier gros atelier de costume a fermé il y a maintenant 25 ans, ils l'apprennent quand on leur dit. Ils ne sont toujours pas au courant qu'on a perdu notre outil de travail. Quelles sont les différences entre vos conversations que vous avez en amont d'un film, entre justement, vous parliez des comédiens, du réalisateur et du chef opérateur, quel point vous voyez avec les différents corps de métier? On communique vraiment avec des visuels, on fait tous des dossiers. Après, le chef opérateur fait des repérages, beaucoup, avec la déco. C'est très rare avec les costumes. Et en fait, c'est dommage. Mais sur quelques rares films, j'ai été conviée à faire les repérages
avec la déco et les chefs opérateurs. Et ça, quand même, ça nous met encore plus dans l'ambiance. C'est intéressant de faire participer les costumes à toutes les étapes de la création, y compris au choix des décors. Ça nous apporte quand même beaucoup pour notre réflexion. Et en fait, on ne se rend compte pas si souvent que ça, parce que les temps de préparation sont tellement courts, mais tellement, tellement courts, qu'on ne se voit pas tous les jours pendant une préparation. Et en général, on n'a même pas les mêmes bureaux de préparation aux mêmes endroits, parce qu'on a souvent besoin de beaucoup d'espace chacun. Donc voilà, maintenant qu'on a tous des Internet et des ordinateurs partout, on communique beaucoup par image envoyée. C'est moins bien que le réel. Je trouve que c'est plus long, en fait. C'est toujours mieux d'avoir des discussions. Par exemple, quand on fait des... Mais ce n'est pas tous les réalisateurs qui prennent le temps de faire ça, parce qu'on n'a quelquefois pas le temps de faire ça. Mais ce qui est très passionnant, c'est les lectures avec tout le monde. Alors ça, on fait ça sur les films américains extrêmement sérieusement. On lit tout, et tout le monde dit tout sur chaque point de son métier, sur chaque séquence. En France, on n'a pas toujours le temps de le faire, c'est même assez rare, mais si on pouvait le faire sur chaque film, c'est sûr qu'on y gagne beaucoup, parce que juste travailler séparément et se contenter d'envoyer des images, ça ne marche pas aussi bien qu'une lecture collective avec tous les chefs de poste. Ça, si vous arrivez à faire ça, à chaque fois, à chaque projet que vous montez, une lecture collective avec tous les chefs de poste, où vraiment on s'attarde sur chaque ligne du scénario, sur chaque séquence, sur chaque plan, sur chaque axe, ça c'est formidable, mais ça devient de plus en plus rare. Bonjour. Moi j'avais une question, c'est après avoir fait notre formation dans le costume, comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans le monde du cinéma, enfin à se faire connaître en tant que... Alors, se faire connaître, il y a vraiment 1000 façons de commencer. Il y a un très grand costumier qui s'appelle Pierre-Yves Guéraud. Il a commencé, il faisait de la régie costume, c'est-à-dire qu'il chargeait les costumes et il les déchargeait d'un camion. Voilà. Après, c'était quelqu'un de très curieux, qui avait beaucoup de goût, enfin qui a toujours, et qui est maintenant un des très grands costumiers français. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment un métier sur lequel il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est l'envie, la passion et la force de travail et l'enthousiasme. Et c'est ça qui va vous faire qu'on va vous repérer et vous recommander et vous faire progresser dans une équipe ou une autre. C'est vraiment ça. C'est pas des jolis dossiers. J'en reçois tous les jours, moi, des jolis dossiers qui ont été très bien faits dans des écoles qui forment très très bien à faire des jolis dossiers. C'est pas forcément ça qui marche. C'est bien de faire des beaux dossiers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire du tout, mais c'est pas ça la clé. Je me souviens d'avoir pris une jeune assistante qui a commencé un poste auxiliaire, qui est un peu comme stagiaire, qui voulait absolument faire du cinéma, mais elle était tellement anxieuse tout le temps, qu'à un moment, je lui dis, mais tu ne pourras jamais travailler dans le cinéma. Va au théâtre. Parce qu'au théâtre, tu as le temps de voir, de préparer. Au cinéma, il ne faut pas être stressé quand on fait du cinéma. Il faut être réactif, il ne faut pas être stressé. Parce qu'on demande toujours des choses à la dernière minute. Il faut savoir rebondir, il faut avoir tellement bien préparé son terrain qu'on doit être prêt à répondre à tout à la dernière minute. Si on est complètement stressé, ça ne marche pas. Bonjour, merci déjà de prendre le temps d'être là aujourd'hui pour nous. Je pense que c'est super intéressant. Ma question, c'est une fois qu'on a un personnage, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser en particulier qui peuvent nous permettre d'aller plus loin que notre première idée de manière de l'habiller, quoi? Complètement, ouais. C'est vraiment la première idée. La première idée, c'est vraiment les corps qui parlent. Voilà. Donc on peut avoir des idées, même si on sait quel comédien, quelle comédienne va interpréter tel ou tel rôle, on peut avoir tout un tas d'idées. Tant qu'on ne les a pas vus bouger dans quelque chose qu'on leur a mis sur le corps, on ne peut pas être sûr de ces idées. Donc toutes les idées qu'on peut avoir peuvent être totalement remises en question. Mais pire que ça, elles peuvent être remises en question une fois que le film est tourné et monté. C'est-à-dire que ça m'est quand même arrivé souvent de voir un costume pour lequel j'avais vraiment pensé, voilà, là il va se passer ça, là ils vont tourner comme ça, là elle va faire comme ça, ou elle va faire comme ci.
Et puis le tournage se fait. Je ne suis pas forcément là d'ailleurs. Après, je vois le film monter. Je dis ah non, mais si j'avais su que ça allait être tourné comme ça et que finalement, au lieu d'aller s'asseoir tranquillement, elle allait se mettre à plat ventre dans l'herbe, j'aurais évidemment pas fait du tout ce costume-là. C'est vraiment beaucoup plus difficile que le décor. Voilà. Dans le décor, il faut avoir beaucoup de connaissances techniques aussi, de construction et tout ça. Mais vraiment, le costume, c'est très spécifique. On a affaire à des corps vivants, en mouvement, avec des personnalités dans ces corps. C'est pas des murs, c'est pas des escaliers, c'est pas des murs qu'on tapisse ou qu'on repeint, ou des meubles qu'on déplace. C'est plus complexe. C'est de l'humain, quoi, le costume. Et c'est pas juste des dentelles et des choses mignonnes et de la mode. Vous avez parlé des costumes en trompe-l'œil pour Yves Saint Laurent et notamment plein d'autres costumes que vous avez peints. Est-ce que vous anticipez un petit peu l'entretien de ces costumes-là après ou pas? Non. Non, parce que ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est que les costumes, quelquefois, ils tournent 2 jours et après c'est fini. Ils ont une durée de vie assez courte. C'est pas comme au théâtre. Au théâtre, on doit penser qu'il y a toutes les semaines de répétition, donc de l'entretien, plus toutes les représentations, plus les tournées qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au cinéma, heureusement, on n'a pas ce souci-là en plus. Les costumes de cinéma ont des durées de vie très courtes. Et vous en faites quoi après, justement? Alors ça dépend. Moi, sur les costumes un peu emblématiques de rôles principaux ou de films particuliers, j'incite les productions à les donner à la Cinémathèque, qui est un très très beau musée de costumes. On ne peut jamais voir ces costumes parce qu'ils n'ont pas d'espace pour les exposer, ou en tout cas ils les exposent rarement. Mais on est quand même très nombreux à donner des costumes à la Cinémathèque. Et sinon, ils sont revendus, parce que ça m'arrive quand même de faire des 200, 300, 400 costumes fabriqués pour de la figuration ou des plus petits rôles, enfin disons un stock qui correspond à l'image du film dans laquelle je vais piocher pour habiller plein d'autres acteurs. Et ça, en général, c'est revendu à des loueurs et ça repart dans d'autres films et on ne les reconnaît pas toujours parce que c'est accessoirisé différemment, filmé différemment, il y a d'autres corps dedans. Voilà, donc c'est très bien, ils ont une 2e vie, 3e vie, 4e vie. Voilà. Bonsoir. Je me demandais, il y a quelques années, il y a le film de Greta Gerwig sur les 4 filles du Docteur March, qui a eu une petite polémique autour du fait que quasiment toutes les robes étaient anachroniques par rapport à l'époque à laquelle c'est censé se passer. Ce à quoi elle a répondu que oui, mais si ça raconte ce que je veux que ça raconte, si cette silhouette-là me raconte plus ce que je veux, le fait que ce soit anachronique, c'est pas si grave. Et j'étais curieux de savoir votre avis sur ce genre d'approche qui, à la fois, on a une certaine responsabilité historique sur soit des faits historiques, soit des romans qui se passent à certaines époques, et en même temps, une approche qui est plus avec une certaine liberté artistique, une licence artistique, on va dire. Et voilà, j'étais curieux de savoir votre avis sur ce type d'approche. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Hein. Enfin, parce que j'ai vu ce film, effectivement, j'ai trouvé que les costumes étaient pas dans un souci de reconstitution historique, mais on s'en fiche complètement, parce qu'en même temps, elle a reproduit les codes de l'époque, qui était que voilà, quand les filles sortent, ben voilà, elles mettent des châles, elles mettent des trucs chauds. C'est quand même des châles, c'est pas des survêtements en polaire. Donc tout est crédible en fait, tout est crédible dans ce qu'elle a fait. Et c'est pas historiquement juste, mais on s'en fiche. C'est complètement crédible par rapport à ce qui se raconte, par rapport à chaque personnage. Je pense pas on n'est pas là pour faire des films d'archives. Au costume, en tout cas, c'est pas le propos. Après, je pense qu'il faut connaître ses sources parfaitement bien. Il faut connaître ses sources historiques parfaitement bien pour maîtriser justement les libertés qu'on s'octroie, parce qu'on fait quand même un métier où on peut s'octroyer toutes les libertés, bien sûr, mais des libertés qui doivent quand même servir un propos. Les libertés sont toujours conditionnées à une réalisation d'un film qui a lui-même ses propres codes et ses propres, c'est pas des limites, c'est des codes. Et plus on connaît, enfin plus le terrain de nos connaissances est solide, et plus on sait où notre liberté peut aller. Donc ce film des filles du Docteur March, oui, j'ai jamais même compris cette polémique parce que les costumes étaient très justes, servaient parfaitement bien le propos. Merci beaucoup. On va arrêter cette masterclass. Je pense qu'on peut applaudir à tout rompre notre invité.
Merci beaucoup Anaïs, vraiment merci pour tous vos propos. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci.